Pedro Novo, Moayad Harb, bonjour. Nous sommes très heureux de présenter avec la tribune ce rendez-vous ayant pour thème Transition écologique. Le savoir-faire français s'exporte dans le monde. Pousser aujourd'hui les entreprises à s'exporter, notamment dans le contexte de la balance commerciale négative, est un enjeu crucial. Pour autant, le changement climatique est un grand enjeu, si ce n'est the enjeu de ce siècle. Comment est-ce que les deux s'associent? Comment exporter tout en restant vert? Ces questions, nous les aborderons ensemble. Pedro Novo, vous êtes directeur export de BPI France. Vous consacrez votre carrière au financement et au développement des entreprises françaises. Vous commencez votre carrière en tant que chargé d'affaires, financement, crédit moyen et long terme pour une clientèle de PME ETI à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Banque de développement des PME. Puis en 2017, vous êtes nommé délégué régional Hauts-de-Seine de la banque devenue Oseo, avant de prendre en juillet 2008 le poste de directeur régional BPI France de Paris. En février 2016, vous devenez directeur des financements export de BPI France, en charge de la promotion de l'offre internationale de BPI France. Le 10 octobre 2018, pour terminer sur votre parcours, vous prenez la responsabilité de la direction exécutive de l'export, une nouvelle direction qui regroupe l'ensemble des activités d'assurance et de financement de l'export, ainsi que les actions de développement et d'accompagnement à l'export d'implantation à l'étranger, ce qui m'amène directement à vous, Monsieur Harb, puisque vous êtes président et cofondateur de AFACO. AFACO, c'est une entreprise de travaux spécialisée dans la rénovation, l'optimisation et la valorisation énergétique. Vous fournissez à vos clients et partenaires un service clé en main, global. On va en parler. Vous êtes un partenaire d'excellence BPI France et membre de la promo 6 de l'accélérateur national PME. Et vous êtes adepte, en plus de cela, d'un entrepreneuriat social et responsable à forte valeur ajoutée. Merci à tous les deux d'être avec moi. Première question à vous, Monsieur Novo. La BPI existe et surtout pour aider les entreprises à minimiser leur impact carbone. Quand on est une entreprise qui s'internationalise, comment est-ce qu'on peut espérer lier les deux ? Merci de me poser une question comme ça, parce que c'est effectivement fondamental. Nous avons deux lectures très importantes. C'est d'abord la nécessité de réouvrir notre économie au monde, après une période Covid qui a été extrêmement contraignante. Faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs qui soit plus à même d'embarquer sur cette nouvelle conquête internationale, et en particulier de porter le sujet de la décarbonation, puisque la réindustrialisation à laquelle nous nous attaquons, et qui est directement liée à l'enjeu de décarbonation, eh bien, sa déclinaison à l'international et à l'export ne peut pas s'entendre sans traiter le sujet de la décarbonation. Alors comment eh bien, faire en sorte que son développement international puisse cocher les cases d'un développement vertueux, qui soit conscient également de son impact carbone et de mettre l'entreprise sur une trajectoire d'amélioration de performance? Ce sont d'excellentes questions que nous mettons d'ailleurs avec le Conseil stratégique de l'export au cœur du prochain quinquennat. Alors, s'agissant ensuite de la projection du savoir-faire français, c'était aussi dans votre question, ça fait partie justement de l'ingénierie française en la matière. Nous avons d'excellentes industries qui sont en train de reprendre le vent dans la voile de manière extrêmement importante, on y reviendra, mais nous avons également quantité d'entreprises et de PME qui sont des spécialistes de la décarbonation, nous allons en parler, et qui vont aider nos partenaires, nos clients dans le monde à eux-mêmes vivre cette transition grâce à ce savoir-faire français. Un savoir-faire français qui est ici incarné par M. Harb. Expliquez-nous un peu comment s'est fait le rapprochement avec la BPI, comment vous vous êtes rencontrés, comment s'est fait cette union, est-ce que vous en avez retiré? Alors pour commencer, je dirais que le rapprochement s'est fait presque naturellement. Au bout de 3 ou 4 ans d'entrepreneuriat, on avait nous-mêmes ressenti le besoin d'être accompagnés. On avait des valeurs assez fortes, marquantes sur notre façon de faire, un entrepreneuriat très socialement engagé. Et on avait pour mission, pour vision, de lutter contre le réchauffement climatique par le biais de la rénovation et de l'optimisation énergétique. Et on a ressenti en fait un gap entre nos ambitions, je dirais, et nos compétences actuelles. Et on a recherché en fait tout autour de nous qui pouvait nous accompagner. Et on est tombé tout de suite, mais c'était presque immédiatement sur la BPI. On a envoyé un mail, et puis c'est une histoire très rigolote, mais notre mail est tombé dans un spam qui a été retrouvé par une personne par hasard. Et au final, on est revenu vers nous en plein Covid. On était dans nos bureaux, que mon associé et moi-même. Et au final, on a décroché le Graal, puisqu'on nous a rappelé, on a expliqué tout notre projet. On a trouvé que notre profil, notre façon de faire et notre
société était typiquement le profil du nouvel entrepreneur. Et là, on a passé 2 ans avec la BPI, ils nous ont accompagnés de bout en bout sur le fameux triptyque financier, structuration plutôt et relationnel. Et on a transformé notre boîte d'une boîte avec une appétence énergétique pure à vraiment transition écologique et sur le monde. Donc c'est vraiment une transformation totale. Tout à fait. Le protocole d'accord de Kyoto ainsi que celui de la COP21 ont poussé plusieurs États à placer la rénovation énergétique au centre de leurs actions. Et vous êtes un peu le bras armé de l'État français pour cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les domaines d'action et les plans que vous avez lancés pour œuvrer dans ce sens ? Il y a beaucoup de leviers. D'abord, le gouvernement et le président de la République viennent d'annoncer un grand plan de naturation, un terme nouveau qui a été employé, qui vise à faire ce travail sur le bâtimentaire, qui est une des premières sources d'économie d'énergie nécessaires à améliorer. En France, en Europe, et c'est y compris sur le maintien de la chaleur pendant les périodes hivernales, mais y compris sur la préservation des températures agréables, on va le dire comme ça, pendant les périodes chaudes. Et au regard du réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur. Donc comment nous faisons ? Eh bien, tout simplement avec un travail qui est un travail de porte-à-porte de masse, aller à la rencontre des entrepreneurs. Alors, on va retrouver un mail dans un spam, mais il y a parfois c'est plus simple, on va taper à la porte et on va rencontrer les chefs d'entreprise, faire un état des lieux de l'impact carbone par un diagnostic sur mesure de ce que est la vie de l'entreprise en l'état de l'art. À partir de là, nous mesurons cet impact sur la production industrielle, sur les transports, sur la démarche export. Et puis nous construisons ensemble une trajectoire de décarbonation qui suppose de l'investissement. Et j'en viens aux outils que nous mobilisons ensuite pour financer à travers des prêts verts, par exemple, qui sont des prêts sans garantie dont 2 ans de différé, qui permettent de mettre l'entreprise dans une démarche d'investissement de sa performance énergétique ou de sa décarbonation. Du conseil, du coaching et du financement. Ensuite, nous avons bien évidemment des leviers sur le capital. Nous investissons sur la relève Deep Tech, Green Tech, de nouvelles générations d'entreprises qui vont aider ce mouvement-là. Nous les faisons grandir avec des aides massives en innovation. Tenez-vous bien, nous injectons 6 milliards d'euros par an dans le financement de l'innovation française. Une large partie de cette somme irrigue la nouvelle génération de la Green Tech française qui va permettre ce mouvement. Enfin, nous investissons également massivement dans des programmes et des projets de production d'énergie renouvelable. Dans le solaire, dans l'éolien, dans la méthanisation et la biomasse, nous avons quantité d'entrepreneurs qui, depuis 15 ans, sont accompagnés par BPI France, de telle sorte que nous sommes devenus le 2e opérateur français de financement d'énergie renouvelable pour les PME, pour des projets à taille humaine que nous finançons sur l'ensemble du territoire. Mon dernier point, pour vous dire comment on fait et comment on catapulte ces champions à la conquête du monde, eh bien lorsqu'ils construisent des plans de développement en se disant « j'ai envie d'attaquer le marché espagnol, italien, portugais, j'ai envie d'attaquer le Middle East, ça va me coûter une somme de 100 000 euros, je dis n'importe quoi, sur les 2 prochaines années », eh bien nous faisons des assurances prospection, c'est-à-dire une forme d'avance remboursable des 2/3 de ces 100 000 euros, de telle sorte que nous partageons le risque de la démarche de prospection commerciale pour permettre à l'entreprise de décrocher des marchés. Ensuite, elle nous rembourse en fonction de son succès. On appelle ça l'assurance prospection verte et nous en faisons à peu près 1/3 de la production d'assurance de prospection sur cette finalité-là. Justement, avant de revenir sur le volet restreignant et le volet incitatif que vous mettez en place, j'aimerais revenir plus sur le marché de la rénovation énergétique, puisque c'est un marché énorme de 31 milliards d'euros. Est-ce que, ici en France, vous sentez qu'il y a une vraie volonté ? Est-ce qu'elle vous accompagne ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une réceptivité de la part de l'écosystème français ? Alors, je dirais que je vais sortir un peu de la bulle BPI parce que c'est important de le dire. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui, depuis environ une dizaine d'années, mais vraiment marqué depuis 5 ans, a mis le paquet vraiment sur la partie verte. Et on a presque une économie parallèle à la nôtre qui concerne que la partie verte. C'est quelque chose que je pense n'existe nulle part dans le monde pour l'avoir fait, puisque comme on s'est exporté à un moment donné, notamment avec la BPI, on a cherché ce type de modèle à l'étranger, on ne l'a pas trouvé. Donc on a d'une part un savoir-faire extraordinaire puisqu'on a des normes et des réglementations très fortes sur la partie bâtie, maintenant en plus sur la partie énergétique et un savoir-faire nos écoles et nos universités qui sortent, je pense, le meilleur BTS, donc meilleur technicien, meilleur ingénieur qu'on puisse trouver sur la planète. Tout ça ensemble a fait qu'on a créé facilement, en espace de à peine 10 ans, un marché parallèle qui demain s'exportera d'autant plus puisque
un savoir-faire comme celui-ci, pour le monter, c'est des années et des années et des années de travail. Et je dirais, grâce à la BPI, on a cette fameuse facilité maintenant d'aller attaquer l'étranger. Donc, du fait que le relationnel a déjà été fait, des partenariats ont déjà été établis. J'ai fait moi-même, donc on en parlera certainement, mais une mission. J'étais très très surpris du fait que j'avais un planning de ministre. C'est-à-dire que je suis arrivé en une semaine chrono, j'ai fait un nombre incalculable de rendez-vous, mais hyper qualifiés avec des personnes très décideurs. Aujourd'hui, on a un savoir-faire, la BPI l'a bien compris, on a les bons entrepreneurs, il suffit juste de leur ouvrir des fois la porte ou de juste leur donner une clé et à partir de là, ça part très vite. La chance qu'on a également, c'est que la BPI est une banque, donc on a réussi d'autant plus d'accélérer ce mouvement. Donc une fois qu'on était sur place, on a fait ces rendez-vous, il fallait des fonds, il fallait prendre moins de risques parce qu'au final, je pars avec ma petite barque, j'ai peur de risquer ce que j'ai déjà acquis pour quelque chose que je vais encore acquérir. Donc, cette peur-là, honnêtement, en interne chez nous, elle a vraiment marqué certaines personnes, surtout les directeurs techniques chez nous, en se disant si on le fait, comment on va faire le parallèle, comment on va pouvoir équilibrer les deux côtés en prenant moins de risques, en minimisant ce fameux risque. Et donc je dirais aujourd'hui, on a une énorme manne de compétences et de savoir et de chance qui, à mon avis, encore une fois, s'exportera dans les prochaines années d'une façon incroyable. Un domaine d'excellence. Notamment de l'autre côté de la Méditerranée en premier, je pense. Bien sûr. On va revenir parce que la BPI, c'est une banque, mais ce n'est pas seulement une banque, c'est une banque assureur, la BPI est banque assureur du climat et elle met en place donc un volet restreignant et un volet incitatif. Est-ce que vous pouvez nous dépeindre succinctement, s'il vous plaît, Monsieur Neveu, ce plan d'action ? Oui, très bien. D'abord, pour résumer ce qui vient d'être dit, et vous le lirez dans ce rôle de banquier assureur du climat, d'une certaine façon, à l'export, c'est que nous avons une dimension d'accompagnement qui est importante, vous l'avez déjà entendu, notamment dans le cadre de la Team France Export. Si ces rendez-vous ont pu être mis en œuvre, c'est qu'aux côtés de Business France, des chambres de commerce, nous faisons ce travail d'artisanat d'art sur la mise en relation avec le bon contact, le bon rendez-vous. Alors, on ne fait pas strike à chaque rendez-vous, mais on optimise ensemble, on cible et on priorise de façon à ce que vous marquez des points ensuite avec la préparation en amont pour ces meetings. De la même façon, pour les côtés restrictifs et incitatifs, nous embarquons toujours en effet de levier l'écosystème privé. Autant la Team France Export ramène un ensemble de compétences autour de notre offre pour accompagner les entreprises, autant sur le financier, nous embarquons les banques commerciales. C'est le modèle de BPI France depuis toujours. Alors qu'est-ce que nous ne faisons plus ? Ce que nous ne faisons plus, c'est ce qui est aujourd'hui dans l'industrie de l'oil and gas, à l'impact carbone le plus élevé, naturellement sur le charbon, ensuite sur les pétroles lourds, et enfin, et ça d'ores et déjà, on ne soutient plus, nous ne prenons plus en garantie aujourd'hui dans notre activité d'assureur crédit public ce type de projet. Nous allons très sérieusement ralentir dans les 3 ans qui viennent sur l'ensemble des nouveaux projets pétroliers, et puis enfin sur le gaz, nous en sortirons d'ici la fin de la décennie, ce qui écrit une trajectoire de transition en matière de soutien aux filières dites carbonées ou à impact. De l'autre côté, nous avons mis en place un package sur lequel nous allons aujourd'hui investir, qui est un package de ressources financières, avec l'assurance prospection verte, par exemple, qui permet à notre ingénierie ou à nos entreprises comme des solutions industrielles de gagner des parts de marché dans le monde. Le deuxième sujet, c'est le bonus climatique, qui permet justement d'embarquer des financements de projets ou des projets dans des meilleures conditions d'accès à la garantie publique, avec un traitement particulier sur mesure. Et donc cet ensemble-là, à la fois restrictif d'un côté, en écrivant une trajectoire de sortie des industries au plus fort impact carbone, et de l'autre côté, d'embarquer davantage d'entreprises dans leurs projections internationales grâce à leur savoir-faire. On a la chance en France d'avoir des ingénieurs, des techniciens, du capital, des ressources financières publiques et privées, et donc c'est pour nous une responsabilité que de projeter ces entrepreneurs à la conquête de marchés extrêmement significatifs. Avant de revenir, merci vraiment de nous avoir éclairé sur ce volet incitatif. Mais bien sûr. Il y a un point que je pense qu'on ne remarque pas directement, mais la BPI, elle sous-estime le fait que, ou je ne dirais pas qu'elle sous-estime, mais elle ne le prend pas directement comme un premier levier, mais le fait d'avoir créé ce relationnel entre les entrepreneurs, ce relationnel en fait se rompt pas. C'est pas comme un investissement qu'on met et puis ça c'est acté. C'est quelque chose qui continue. Donc même si je n'ai pas fait strike sur certains rendez-vous, je sais que demain, j'ai cette personne-là dans mon réseau.
Et demain, je sais comment, moi en tant qu'entrepreneur, je sais comment exploiter malheureusement à 100% mon réseau. Je dis malheureusement parce que des fois on a l'impression qu'on est esclavagiste, mais c'est vraiment un travail de fond. Et aujourd'hui, au sein de la BPI, je marque le coup pour dire continuez dans ce type de mission parce que demain, le maillage d'entrepreneurs en bac qui sera derrière la BPI au niveau de presque de la planète entière fera que la BPI pourra se focaliser sur des points encore différents et permettre toujours d'avancer sur les mêmes sujets. Allons-y directement, parlez-nous de votre voyage à Dubaï parce que voilà, ça a été un événement marquant quand même de votre parcours et vous avez été accompagné. Là aussi, en préparant cette émission, vous m'avez dit à quel point la BPI avait été aux petits soins avec vous et vraiment attentive. Il y avait vraiment une disponibilité et surtout on s'attend quelquefois, on se dit voilà, la BPI c'est énorme, mais ils sont attentifs à chacune de vos attentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment vous êtes inscrit dans ce projet et le retour, puisque ça n'a peut-être pas fait strike à chaque fois, mais dans tous les cas, vous en avez tiré beaucoup de... Je ne dirais pas que du positif de la BPI, sinon ils m'ont pensé quand j'ai été payé. Mais ce n'est pas ça, c'est que j'ai vraiment le profil adéquat pour rentrer dans toutes les cases. Je suis vraiment jeune, entrepreneur social. En fait, sur toutes les cases à cocher, je suis dedans. Donc souvent, en fait, je me suis retrouvé dans les bonnes situations avec la BPI, donc j'ai que du positif. La seule chose, je dirais, négative que j'ai vécue au sein de la mission, sans rentrer dans le détail, c'est que je ne m'attendais pas à autant. Donc personnellement, j'étais un peu surpris, j'étais très fatigué. À un moment donné, j'étais épuisé. Parce que les journées étaient super longues, il fallait faire des trajets et ainsi de suite. Mais pour faire très bref, la mission que j'ai pu avoir au sein de la BPI ou France Export, il y a différents partenaires, ça aussi j'ai découvert, je ne connaissais pas, puisque nous on connaissait que la BPI. Une fois sur place, on a compris qu'il y avait un réseau qui aussi dépendait de la France, sur lesquels on pouvait se fier et notamment faire appel. Je dirais que c'était une vraie immersion en très condensé. C'est-à-dire que j'ai découvert le contexte dans lequel j'étais, chose qui est très difficilement accessible. Faire des rendez-vous réels avec des décideurs où j'ai tout de suite et réellement oui, je peux répondre aux besoins, non, comment y répondre. C'est un gain de temps extraordinaire. En l'espace d'une semaine, j'ai fait 6 rendez-vous. Plus, j'ai passé une journée avec la chambre de commerce qui m'a briefé en fait, sur tout ce qui est culturel, mais aussi tout ce qui est fonctionnel au niveau entreprise au sein de Dubaï et puis le Moyen-Orient, parce qu'on avait une attachée du ministère. C'était super en fait. C'est ce type d'intervention. Facilitateur, accélérateur, accompagnement vraiment personnalisé. C'est ça, elle m'a donné directement son jus de cerveau en espace de 50 minutes. Je comprenais parfaitement dans quoi je m'embarquais. C'est extraordinaire. Je dirais que sur le fond, j'ai appréhendé ma peur parce que c'était le sujet pour moi. C'est de partir à l'étranger, ok, mais où, comment y arriver. Je vais quand même me détourner un tout petit peu de mon modèle économique de base pour me lancer sur autre chose. Ok, c'est une autre culture. Comment appréhender cette culture assez rapidement pour ne pas perdre de temps et épuiser ma trésorerie. C'est des questions vraiment de fond. La mission n'a pas encore abouti en termes de strike. On n'a pas encore fait de vente, mais on sait pertinemment comment le faire maintenant. Et on est en train de travailler sur ces différents sujets qui, demain, à mon avis, seront... Déjà en France, on est aux prémices de ces sujets-là. Quand on va pouvoir l'exporter directement, encore une fois, sur ce sujet de la rénovation et de la transition écologique, je pense que la France, elle est leader mondial. Et garder ce cap, c'est important parce que ça nous permet de travailler le sujet de fond sans avoir de pression, puisqu'on est en tête de... On ne peut pas nous demander d'aller chercher ceci ou cela, parce qu'en fait, on est en avance, c'est nous qui dictons. Donc, garder ce cap de cette manière-là, je pense que demain, il n'y a que de bonnes choses qui vont arriver. Il est plus facile d'exporter des entreprises, ou en tous les cas d'aider des entreprises à s'exporter, comme AFACO, mais il y a aussi Wagabox, vous allez nous en parler, qui sont des entreprises qui œuvrent également dans toute la préservation de l'environnement, puisque c'est ce dont on parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce projet un peu absolument incroyable, puisque j'ai pu découvrir ce projet que je ne connaissais pas, une entreprise là aussi soutenue par la BPI.
Oui, alors Wagabox, c'est une entreprise qui a développé un nouveau concept de production de biométhane à partir de biogaz, notamment sur un centre d'enfouissement, sur un projet sur lequel nous travaillons en particulier en Espagne, mais il y a d'autres projets partout dans le monde. Et l'objectif de cette solution industrielle est de réussir à optimiser la production d'énergie et à injecter au réseau, donc à partir de ces centres d'enfouissement. Il en existe beaucoup à travers l'Europe, à travers la France déjà, et puis bien sûr à travers le monde, et donc réussir à créer des formes de démonstrateurs industriels, donc travailler l'innovation, optimiser la puissance injectée avec des démonstrateurs industriels et ensuite gagner des contrats dans le monde, ça demande 3 univers que vous avez vécu dans le cadre de votre développement, de l'accélérateur et de la mission au Moyen-Orient. C'est d'abord comprendre ces objectifs. Au fond, quelle est mon ambition? Qu'est-ce que je veux faire de mon projet d'entreprise? Ensuite, c'est les moyens financiers qu'on met en regard. Nous avons financé une partie de l'innovation, nous avons financé le développement international de l'entreprise, nous avons financé ensuite, ou nous y travaillons, sur les premiers démonstrateurs et projets, notamment en Europe. Eh bien, ces moyens sont à écrire, je le disais tout à l'heure, à la mesure de l'ambition. 1, les objectifs, 2, les moyens, 3, le temps. Vous l'avez dit, il faut construire une stratégie financière qui va transformer l'entreprise. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, et vous l'avez dit, je cochais les cases du jeune entrepreneur qui a co-développé l'entreprise, qui s'est lancé à fond, qui n'a pas vu tous les virages parfois à 180 degrés qu'il fallait prendre, qui n'a pas pu ou complètement anticiper certains enjeux, certains dangers, et donc on a parfois frôlé la sortie de route, sans rentrer dans tous les détails qui d'ailleurs m'échappent totalement, mais j'imagine que la vie d'un entrepreneur est faite parfois de passages de crête difficiles. Eh bien, lorsque l'on est ensemble, dans un collectif, dans le cadre d'une mission, d'une délégation ou d'un accélérateur, on se crée les conditions de la confiance en soi. Et en fait, tout ça est éminemment psychologique. Les moyens financiers, nous en avons à disposition des entreprises. Mais c'est tout le modèle de BPI-France qu'on a construit pour les entrepreneurs. C'est d'abord un réseau social d'entrepreneurs autour duquel nous apportons des solutions de financement, avec du conseil pour rendre possible l'émergence d'un objectif, d'une priorité industrielle, avec les moyens et le temps qui va avec. Il faut de la patience pour réussir à l'international. Nous le répétons, ce que nous disons d'ailleurs avec ce projet de Wagabox. Il faut du temps, de la patience, et selon les continents auxquels nous nous adressons, il faut souvent multiplier par 2 le budget ou par 2 le temps du rendement. Donc c'est pas inquiétant que le chiffre d'affaires soit pas encore là, parce que ça durera. Mais une fois que l'entreprise aura cranté le premier, puis le deuxième, puis le troisième, on est rentré dans une boucle de valeur, de réussite, qui va ensuite contaminer les autres dans l'accélérateur, dans les réseaux d'entrepreneurs. Et ça, cette dimension psychologique est absolument essentielle. Elle a été trop souvent sous-estimée. Je vous donne une information qui, dans une étude que nous avions réalisée pour comprendre la psychologie des entreprises et leur réticence à aller à l'international en France. Pourquoi n'allaient-elles pas davantage à l'international? La première des réponses, ce n'était pas les langues étrangères. C'était pas les moyens financiers, c'était pas l'éducation, c'était pas quelque part la peur de se projeter à l'international. Quoique, la première des réponses, c'était la solitude. C'est justement le fait de se retrouver en groupe, dans un collectif, en meute, comme on dit des Allemands ou des Italiens, et ce fait d'avoir ce collectif qui rassure, qui crée de la confiance en soi, qui permet de faire du peer-to-peer avec ses pairs, de comparer, de benchmarker, de se mettre au niveau, de prendre les bonnes idées des uns et des autres. Et cette fertilisation croisée des stratégies d'entreprise, des projets, des réseaux des uns et des autres, eh bien, ça fait la réussite d'un projet international. Est-ce que vous diriez qu'on a rattrapé le retard qu'on avait sur certaines nations européennes qui, quand elles étaient à l'export, est-ce que vous le diriez aujourd'hui? On a rattrapé l'ambition, on n'a pas rattrapé le retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la France un pays d'exportateurs décomplexés, c'est véritablement notre ambition. On a d'abord la relation de la France au monde. Il ne faut pas croire que nous sommes culturellement moins bien adressés que d'autres. Lorsque nous parlons aux Canadiens, proches du marché américain, à nos pairs, lorsque nous parlons aux Britanniques, le Commonwealth, ils parlent anglais. Eh bien, lorsque nous nous adressons aux administrations qui font le même travail que nous dans ces pays-là, ils nous disent que leur première difficulté dans la relation aux entreprises, c'est tout simplement de les convaincre d'aller à l'export, de les convaincre de se développer à l'international. Les Britanniques nous disent, nous avons une nation de shopkeepers. Ils n'ont pas envie d'aller à l'international. Les Britanniques. Les Canadiens nous disent, moi, aux États-Unis, déjà, si j'y vais, c'est bien, mais sinon, je suis bien chez moi. Et donc, cette paresse du marché domestique,
elle est malheureusement, cette procrastination générale des entrepreneurs du monde, elle est naturelle. Et donc il faut lutter contre cette inclinaison naturelle, aller vers un ailleurs nourricier qui va, sur la marque employeur, on n'en a pas parlé, attirer et fidéliser les talents. Quand vous recrutez dans les territoires des jeunes prometteurs, des jeunes talents, soit via un VIE, un CDD ou un CDI, et que vous ne portez pas ni innovation dans votre entreprise, ni internationalisation, et ben pour garder les talents, c'est très difficile. Ensuite, sur l'innovation, pour benchmarker avec l'état de l'art, et puis enfin, pour créer de la croissance, il faut, dans le cocktail de l'entreprise, réunir ces curseurs que nous venons de partager. C'est très intéressant. Avant de revenir sur la peur que vous avez rencontrée, parce que là on a un cas concret de cette peur que vous avez vécue, qui vous a traversé quand vous avez fait le pas d'aller à l'export et d'aller à la rencontre du marché au Moyen-Orient. Et on va faire un petit focus sur votre entreprise, mais je vous redonnerai la parole quand même sur le plan d'action pour 2022 dans quelques minutes, puisqu'on arrive 10 minutes, le temps passe vite, c'est tellement intéressant. Merci à tous les deux. Donc dites-moi, on part à l'export et on a quand même une émotion qui vous... Parce que vous me disiez, j'avais peur de plus ou moins d'abandonner le marché français et de me dire, voilà, je ne pourrais pas me dissocier, est-ce que je vais avoir les capacités? Après, ma logique est la même que celle de la BPI, je pense qu'elle est la même que celle de l'État. Aujourd'hui, tout entrepreneur, il a deux moyens d'agir sur son résultat net. Soit il augmente ses ventes, il se développe, soit il optimise ce qu'il a déjà. Donc il baisse ses charges et ainsi de suite. Nous sommes la génération digitale par excellence. Donc l'optimisation, ça nous connaît. Sauf qu'on n'a pas grandi non plus, je dirais grâce au digital, on n'a pas grandi avec ses frontières. Donc on n'a pas trop ce problème-là. Moi, je l'ai rencontré au sein de ma promo BPI. J'en ai rencontré souvent certains qui sont à l'international. Et ils m'ont dit qu'il y a eu un déclic. Et c'est à ce moment du déclic que ça s'est bien passé. C'est pas évident de dire je vais quitter tout ce que je connais et je vais partir sur quelque part que je ne connais pas. Sans parler de la langue ou autre, il y a beaucoup de variables inconnues. Un exemple tout bête, je fais un rendez-vous, le monsieur il vaut plus de 7 milliards d'euros en termes de foncière. On parle du bâti, il a peut-être 1500 bâtiments, c'est extraordinaire. On discute de tous les détails. Moi j'ai une technologie grâce à mon pôle R&D qui sort de l'ordinaire. Il me dit, si vous le faites, moi je suis prêt à prendre une exclusivité mondiale dessus. On parle de chiffres colossaux. Et il me dit, mais comment fonctionne aujourd'hui votre modèle économique? En combien de temps j'ai un ROI? Et habitué à la France et au continent européen, le ROI, c'est quelque chose qui est simple à calculer. Sauf que l'aspect culturel qui est Dubaï, purement local, aujourd'hui, l'État a 70 ans ou même 50 ans, je ne sais plus combien. Bon, c'est très jeune, quoi. La majorité des bâtiments du centre de Dubaï, ils ont moins de 10 ans. Donc, il m'a dit clairement, moi, mon ROI, j'ai besoin qu'il soit de 2 à 3 ans. Tout mon modèle que j'avais dans ma tête, il s'est effondré. Comment ça, 2 à 3 ans? On ne peut pas faire un truc à 2 à 3 ans, c'est impossible. Donc, c'est des choses qu'on découvre, mais demain, j'apporte une solution, la BPI m'accompagne, j'ai la possibilité d'améliorer ce ROI, j'ai la possibilité d'apporter une plus-value sur le fond. Mais clairement, c'est des choses que je ne pouvais pas anticiper. Comment anticiper un point comme celui-ci? Quelqu'un qui est prêt à nous prendre des commandes à l'infini, parce que tous ces bâtiments sont faits de sorte que ça rentre exactement dans la case dans laquelle je suis. Mais c'est un fait. Donc, je dirais le déclic, on l'aura de plus facilement si on nous montre la voie. Et c'est un peu comme si je devais créer le métro dans une ville. En fait, on ne le remarque pas, mais en fait, le tunnelier, c'est vraiment son travail qui est le plus exigeant et le plus fatigant. Une fois que tout est mis, la structure est là, le métro, il ne fait que pas traverser. Moi, aujourd'hui, je considère que la BPI joue ce rôle-là. Moi, je suis que le wagon. La voie. C'est son rôle. Aujourd'hui, je le vois, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions. Je pourrais me passer toute une nuit, parce que je vois qu'il y a certaines choses où on a de la facilité, et je me dis, si on l'emploie d'une certaine manière, on pourra aller encore plus vite. On pourra encore ouvrir J'en rencontre plein qui ne parlent pas de la langue étrangère dans ma promo. Mais pour autant, ils ne se sont pas posé la question, parce que quand on est venu les voir, on leur a dit, bon, quoi, vous ne vous inquiétez pas. De bout en bout, vous aurez quelqu'un à côté. Donc moi, j'avais vraiment une assistante, une personne qui faisait mon planning. C'était impressionnant, parce que ça donnait comme un sentiment de confiance quand même. Elle me briefait sur mes rendez-vous. Elle débriefait avec moi les rendez-vous. Elle m'expliquait comment cette société fonctionne, cette société ne fonctionne pas, pour pas que je fasse d'erreur sur ma façon de m'exprimer. Et là, aujourd'hui, clairement, en réduisant au maximum ces inconnus ou ces variables inconnues, ça me facilite, moi, la possibilité de prendre la décision. C'est aussi bête que ça. Aussi bête que ça, mais il faut quand même avoir des gens comme vous qui s'engagent et qui... On est nombreux. Oui, en France, franchement, je ne peux pas dire, là aujourd'hui, nous on travaille beaucoup sur l'aspect social et environnemental dans les quartiers, mais il n'y a que des pépites en France.
On a des gens très très bien formés, trop bien formés des fois. On n'a pas à s'inquiéter. Et on a des industriels, mais ils sont en avance sur leur temps. C'est juste qu'il faut avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est pas évident parce que c'est une action collective, donc on a besoin de celui qui l'organise. Aujourd'hui, la BPI le fait, on le voit clairement sur les 5 dernières années, le fameux coq vert, le fameux coq rouge. Et ben, malgré tout, on ne remarque pas, mais le travail de structuration de fonds, c'est un travail colossal, mais qui apportera ses fruits d'ici, je dirais, une dizaine d'années. L'inquiétude, ce n'est pas de récolter ou non pas les fruits. L'inquiétude, c'est de semer à temps. Parce que si on ne sème pas, demain, on n'a rien. Et là, c'est le travail qu'on est en train de faire. Bien, parlons justement de semer, parlons de ce plan d'action pour 2022 avec vous, M. Neveu. Monsieur Arb vient de définir en gros ce qu'est le plan stratégique de BPI France pour les 10 prochaines années. La volonté de réindustrialiser notre pays, c'est un enjeu majeur. Nous avons envie de rentrer dans un rythme de création d'une centaine d'usines par an. Donc ça veut dire reconquérir des territoires sur lesquels on va réouvrir des usines. Il ne vous aura pas échappé que le dernier ouvrage de Nicolas Dufourcq traite du sujet de la désindustrialisation. Il explique comment la France s'est finalement dépossédée, s'est vue dépossédée de ses territoires industriels en large partie. Et donc ça, il faut bien le comprendre, pour comprendre comment, après 20 ans de désertification industrielle sur certains territoires, avec un coût social extrêmement élevé, comment on va reconstruire finalement. Alors l'arrivée de la technologie en général, du digital et de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui veut en découdre avec une ambition forte de réindustrialisation, c'est notre travail que de révéler tel un impresario, de produire des entrepreneurs. Et on se voit d'abord, d'ailleurs Nicolas Dufourcq le dit souvent, comme un impresario d'entrepreneurs. C'est-à-dire que nous recevons quantité de PNL, de projets, de teasers, et puis nous en discutons, nous les challengeons, nous les façonnons, etc. Donc reconstruire sur les 10 ans la réindustrialisation de notre pays, c'est une chose. Rattraper une partie du déficit commercial, ça ira avec. Ce déficit de la balance commerciale française, il nous faudra une dizaine d'années pour en corriger au moins la moitié. Reconquérir le nombre d'exportateurs, on a commencé à infléchir cette tendance. Nous en avons 15 000, 5 ans après avoir créé la Team France Export de plus. Alors, on a arrêté l'hémorragie, relancer une machine et effectivement, nous sommes en train de semer la génération qui, dans 10 ans, devrait, en théorie, nous permettre, du moins c'est notre ambition, de doubler au moins le nombre d'exportateurs en France, d'aller chercher les 300 000 exportateurs, de créer cette génération spontanée, globale native, on l'a vu dans la tech, on le verra dans l'industrie, et de travailler sur les nouvelles filières industrielles. Je pense notamment au nucléaire, à l'hydrogène, aux mobilités vertes, je pense à la ville durable sur laquelle nous avons globalement, et votre entreprise y répond très largement, des enjeux majeurs pour rééquiper nos territoires. Notre plan d'action à nous, il va être de manière très concrète dès 2022, accélérer la distribution de l'assurance prospection verte pour catapulter ces champions à travers les principaux marchés du monde, et ils sont colossaux. On a parlé du Moyen-Orient, mais l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud, le réchauffement climatique est en train de montrer qu'il va falloir bouleverser en profondeur les fondamentaux des villes de notre Europe, ou des villes naissantes du continent africain, par exemple. Vous allez avoir un triplement de la population urbaine en Afrique dans les 10 ans qui viennent. Et vous allez avoir plus qu'un doublement de la population sur le continent dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est les challenges que nous avons face à nous, face à ce savoir-faire français, qui est une chance, sont absolument colossaux. Alors pour ça, il nous faudra aussi déployer du financement de projets à l'international, tel que nous le faisons en France. C'est ce que nous adressons avec l'exemple de la Waga Box de Waga Énergie. Nous voulons le décupler, notamment à travers les continents où c'est plus difficile d'accès. Améliorer notre travail d'ailleurs avec les banques de développement comme l'AFD, Proparco, pour mieux travailler en coopération sur le financement de ces finalités de projets dans les énergies durables, biomasse, méthanisation, solaire, éolien. Et puis c'est également un travail à faire. Et ça, il nous le faut modéliser très concrètement sur les diagnostics. J'en ai parlé en introduction, j'en parle en conclusion. C'est cette capacité à embarquer l'ensemble de l'entrepreneuriat français sur la décarbonation, y compris de leur démarche internationale. Sinon, ils s'arrêtent immédiatement en disant « Non, si en plus, c'est déjà difficile d'améliorer la performance de mon bâtiment, de livrer en décarboné en France, si en plus vous me demandez de travailler à l'international, je vais dégrader, par exemple, pour être très concret, ma note d'impact carbone. Que va dire mon banquier? Que va dire mon investisseur? Or, il nous faut absolument travailler cet angle-là, créer une norme, d'une certaine façon, qui finalement conduise l'entreprise à mener de front sa décarbonation et son développement international.
Vous avez été clair, je n'ai rien vous avez été clair, je n'ai rien à rajouter. Simplement un petit mot quand même de perspective, l'avenir. Vous le voyez où? Le métaverse peut-être? Le métaverse. Oui. Oui, la métaverse, nous, on est très digital native. Nous, on se met plus de limites. Honnêtement, l'expérience qu'on a eue avec la BPI, je le redis, ça nous a permis d'avoir ce déclic, je dirais casser un peu ces points de blocage qu'on avait dans nos têtes. Au début, on se disait, mais l'entrepreneuriat, c'est difficile. Puis on s'est lancé. Après, je regardais les grosses sociétés et je me disais, c'est compliqué. Au final, je voyais que, en fait, en nous expliquant les problématiques des grosses sociétés, comment ça se passe, tout s'est très très bien articulé. Au final, moi, aujourd'hui, on est pleinement sur le territoire français, très ancré dans le 94. On travaille beaucoup avec le territoire, beaucoup avec la BPI. Demain, on a des gros projets. Et la métaverse et la transition écologique seront au cœur de nos projets. Merci Moyad Harb, merci beaucoup Pedro Novo. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale Transition écologique, un savoir-faire français à l'export.